C'est dans ce décor paradisiaque qu'un restaurant de renommée internationale a élu domicile il y a plus d'1 an à Barbuda. Une initiative de la star américaine Robert De Niro qui a un coup de foudre pour ce coin d'île depuis des années. Avec son associé japonais, le chef Nobu Matsuhisa, un maître sushi, l'enseigne Nobu s'est donc implantée ici. Dans un esprit chic et décontracté, la clientèle vient déguster une cuisine japonaise haut de gamme aux accents sud-américains et caribéens. Une empreinte gastronomique unique qui attire la jet-set et les riches gourmets des îles avoisinantes. Nobu Barbuda est devenu la bonne table où il faut être, un endroit branché et très en vogue. Nobu au milieu de Barbuda, c'est très insolite. C'est une sorte de cachette secrète. C'est très agréable, très attirant. La nourriture est bonne, le service impeccable, le prix très élevé. Oui, c'est très cher, mais c'est Nobu. Quand tu viens chez Nobu, tu sais ce qu'il faut payer, tu en profites. Nobu fait la fierté du chef de gouvernement d'Antigua et Barbuda. L'enseigne est un pôle d'attraction, le symbole de la renaissance de l'île sœur. Beaucoup de visiteurs qui voyagent dans la Caraïbe, ceux qui sont à Saint-Barth et ailleurs, font un vol en hélicoptère jusqu'à Barbuda pour manger chez Nobu et les yachts viennent aussi. Donc c'est une attraction en soi et nous sommes très heureux d'avoir ce restaurant à Barbuda. En fait, Robert De Niro s'est également engagé à commencer son projet cette année. Il devait débuter la construction de quelques propriétés de luxe qui devaient déjà s'étendre il y a quelques années et qui promettent de faire partie d'un projet passionnant. Autour de son restaurant, la star hollywoodienne dispose de plus de 160 hectares. Une concession obtenue à vil prix de l'État antillais. Le bail fait d'ailleurs l'objet d'un contentieux avec les Barboudiens. Sur les vestiges du Key Club, un hôtel emblématique abandonné il y a près de 20 ans, et que l'ouragan Irma a fini de balayer, Robert De Niro compte bâtir des villas avec piscine privée. Le Key Club était le repère de célébrités et de têtes couronnées. Diana, la défunte princesse de Galles, prenait régulièrement ses quartiers d'hiver ici pour des vacances discrètes. Elle aussi avait un coup de cœur pour cette plage, qui porte aujourd'hui son nom, et qui est déjà en train de changer de visage, car Robert De Niro n'est pas le seul investisseur. À la pointe sud, le littoral est en pleine bétonisation. Des promoteurs ont le feu vert pour transformer Barbuda en refuge de la jet-set fortunée, pour en faire un Saint-Barth encore plus exclusif et privé. Le projet suscite des crispations au sein de la population locale. À peine remis de l'ouragan Irma, les Barboudiens ont le sentiment d'être secoués par une nouvelle tempête, d'être dépossédés de leur territoire. Tous ces projets et activités de développement constituent une deuxième catastrophe bien plus grave pour nous en tant que Barbudiens que la catastrophe de l'ouragan Irma. Nous vivons en fait une grande catastrophe et c'est le résultat de la politique du gouvernement central. Barbuda est à une quarantaine de kilomètres de son île sœur Antigua. C'est seulement à bord de ces petits avions de 9 places que l'on atteint cette île aussi grande et plate que Marie-Galante. Vue du ciel, son approche offre déjà un aperçu des bouleversements en cours. Sur cette péninsule, tout le paysage est actuellement remodelé afin d'accueillir notamment un futur parcours de golf. Une fois survolé le lagon, l'atterrissage se fait sur cette courte piste destinée uniquement aux avions légers. Bienvenue à Codrington. C'est l'unique bourgade de l'île et elle fait office de capitale. Cette agglomération, quelque peu abandonnée, n'a pas retrouvé sa population d'avant-ouragan. Quelques 200 à 300 Barboudiens ne sont pas revenus. De toute façon, on croise ici plus d'animaux que d'humains. C'est une tradition. Les ânes, les chevaux, comme les moutons et les chèvres, vagabondent en toute liberté sur la voie publique, comme sur les propriétés. À Barbuda, le temps s'écoule paisiblement. Il semble même quelquefois
bel et bien à l'arrêt, figé sur ce qui s'est passé ici, il y a 5 ans. En septembre 2017, Irma, considéré comme l'un des plus puissants phénomènes cycloniques, avait frappé de plein fouet Barbuda, laissant un champ de ruines et un paysage de désolation. À l'époque, la totalité des 1600 habitants avait été évacuée en catastrophe vers l'île Sœur, faisant des Barboudiens les premiers réfugiés climatiques de la Caraïbe. Un traumatisme bien ancré dans les mémoires et même dans le paysage. Aujourd'hui encore, les images de cette nuit d'horreur et de l'exode hantent les Barboudiens. C'est le cas de cet homme de 64 ans. J'étais dans la chambre juste derrière quand cet ouragan est arrivé. C'est là que j'ai passé ce cyclone parce qu'on ne pouvait pas bouger, tu sais. Et je n'avais nulle part où aller. J'étais seul sous le placard qui était là jusqu'à ce qu'il nous déplace à Antigua les jours d'après. Après 3 mois passés dans un refuge à Antigua, Thomas est revenu sur l'île fin 2017, vivre dans les ruines de cette bâtisse familiale sans aucune aide à ce jour pour reconstruire. Ils m'ont dit « Je ne suis pas le propriétaire de la maison ». Tu comprends? Donc je n'ai reçu aucun matériau pour remettre la maison en état. Je ne suis pas le propriétaire. Je suis un membre de la famille du propriétaire. Mais c'est ma maison. Depuis l'ouragan, sa famille est installée à New York a coupé les ponts avec Barbuda. C'est donc sous une tente que dort ce sans-abri. Une vie de misère pour ce plombier de métier, qui dispose à n'en pas douter d'une capacité de résilience à toute épreuve. C'est chez moi. C'est ma maison, tu sais, jusqu'à présent. Si à l'autre bout de l'île on érige de luxueuses résidences, à Codrington, certains sinistrés survivent plus qu'ils ne vivent. Et c'est le cas de cet homme en situation de handicap, installé lui aussi sous une tente à proximité de son habitation sans toiture. Le temporaire est devenu permanent et cela soulève l'indignation. Je lance un appel à toutes les autorités de Barbuda. S'il vous plaît, cherchez une maison pour M. Jeffrey. Je les supplie. Il a besoin d'aide. Vous ne pouvez pas laisser un jeune homme vivre dans ces conditions. C'est un être humain. Il vit comme ça depuis 5 ans maintenant. Et c'est à peu près sa 15e tente. Quasiment tous les Barboudiens ont passé plus ou moins de temps sous les bâches et les tentes. Ce Rasta nous montre le campement où il vit depuis son retour sur l'île il y a 3 ans. Un provisoire qui dure du fait des difficultés à financer la reconstruction de son chez-soi. Depuis l'ouragan, je vis dans mon jardin, installé ici, en attendant de terminer la maison. Dans son jardin, ces plants de marijuana, autorisés depuis la légalisation du cannabis médicinal, permettent, quand ils ne partent pas en fumée, un coup de pouce financier pour les travaux de la maison. Nous ne recevons aucune aide, on doit tout faire par nous-mêmes et faire soi-même. Ça prend plus de temps, tu sais. Compte tenu du mode de vie et de fonctionnement de ces insulaires, bâtir ou reconstruire une maison nécessite ici du temps et de la patience. Tout se fait sur fonds propres. Les Barboudiens bannissent les crédits bancaires, comme nous l'explique cet élu du conseil de Barbuda. Les Barbudiens n'ont pas de grosses charges. Ils n'ont pas de crédits immobiliers parce qu'ils construisent leur maison petit à petit. Et donc quand elle est finie, ça leur appartient. Ils vont pêcher, attrapent quelques poissons, vendent le poisson, achètent quelques fenêtres. Ils vont chasser, attrapent un cerf, vendent le cerf, achètent quelques briques. Et cela nous a toujours aidés à survivre. Les Barboudiens n'ont pas le stress d'avoir à penser comment je vais payer mon hypothèque, comment je vais payer mon prêt. Depuis l'ouragan, une poignée d'habitants ont pu bénéficier de maisons flambant neuves. L'opération financée par l'Union européenne vise une centaine de familles vulnérables.
Parmi les heureux bénéficiaires, Gloria, une maman de 8 enfants, dont 5 encore sous son toit. Elle a reçu en novembre dernier cette bâtisse de 2 chambres, livrée à l'état brut. Il lui reste à réaliser les finitions et certains travaux indispensables, comme une fosse septique, actuellement en construction. Après l'ouragan Irma, quand nous sommes venus ici, nous n'avons rien trouvé, absolument rien, à l'exception des fondations. Honnêtement, si je devais reconstruire la maison, je n'y arriverais pas parce que ça m'a pris vraiment beaucoup d'années pour la voir. Et la rebâtir comme elle l'était, avec 2 ou 3 chambres, et avec cette destruction massive, redémarrer des travaux maintenant, ça ne serait jamais arrivé. Pour rebondir, les Barboudiens misent sur l'entraide. Comme ici, où voisins et amis s'attellent à recouvrir cette maison en coup de main. Pendant plus de 200 ans, la population de l'île a fonctionné avec un système foncier particulier. Les terres de Barbuda appartenaient à la communauté et les parcelles ne pouvaient être achetées ni vendues. L'actuel président du conseil de Barbuda, qui a en charge les affaires intérieures de l'île, défend becs et ongles cette pratique ancestrale. Le système de propriété foncière a aidé à créer un niveau de coopération et d'entente communautaire qui est unique à Barbuda. Tous ensemble, nous possédons la terre. Il n'y a plus de maître au-dessus de nous. Nous la détenons ensemble, nous la partageons en commun, nous l'utilisons pour le bien-être de la population. Cette pratique codifiée dans une loi de 2007 a volé en éclats afin de permettre aux investisseurs étrangers d'acquérir des terres. À Saint John, le chef de gouvernement a bataillé pour abroger cette loi foncière spécifique à Barbuda. À l'époque, cet ex-ministre de la Justice avait contribué à sa rédaction. Justin Simon défend aujourd'hui les droits à la terre des Barboudiens. L'affaire a été portée devant le Conseil privé de Londres, le tribunal de dernier ressort du pays. Les terres de Barbuda n'ont jamais été arpentées. Elles sont restées des terres publiques, les Barbudiens étant les occupants en commun. Ce que la loi foncière de Barbuda instituait, c'était de faire des Barbudiens les ayants droit de ces terres. Maintenant, ce que l'actuel gouvernement a fait, c'est de révoquer cette loi foncière, donc les pouvoirs publics deviennent le seul propriétaire. Et ils peuvent vendre, ils peuvent louer, et ils n'ont plus besoin de consulter le conseil de Barbuda, et ils n'ont plus besoin de la permission des Barbudiens. Libéré de cette contrainte, l'immobilier de luxe concrétise ses projets. À la pointe sud de Barbuda, villas et résidences haut de gamme sortent de terre. On prépare ici ce qui sera le royaume des nantis, le jardin d'Éden des super riches. Le projet connu sous le sigle PLH, Peace, Love and Happiness, autrement dit paix, amour et bonheur à la bénédiction des autorités antillaises. Quelques 150 villas et appartements sont prévus ici, autour d'un club de plage, le ciment de cette nouvelle communauté exclusive. Pour en faire partie, il faut avoir un portefeuille bien garni. Les prix des villas s'envolent, mais cela ne freine guère la clientèle. Beaucoup sont déjà vendus. Une résidence, un appartement ou une villa, le minimum c'est 3 millions de dollars pour 4000 mètres carrés. Et ça monte à 5 millions, 7 millions, 10 millions. Et je pense que le plus cher que j'ai entendu, c'est jusqu'à 15 millions de dollars. Donc les Barbudiens ont été choqués que le gouvernement de notre pays puisse voler la terre pour pouvoir la vendre à des intérêts étrangers. Ils s'en sont tirés avec 150 000 dollars par année pour 170 hectares de terre. C'est ridicule par les temps qui courent.
Et donc ils se font un paquet d'argent sans tenir compte des dommages environnementaux que cela peut causer. Quand j'étais ministre des Affaires de Barbuda, j'étais d'accord avec le gouvernement et nous avons approuvé l'allocation de la terre parce que j'estimais que c'était un moyen de développement pour la population et cela pouvait générer des changements conséquents. Les gens seraient mieux, plus d'emplois, plus de développement sur l'île. C'est à Antigua, dans le bureau du Premier ministre, que le bail de 99 ans a été négocié. Gaston Brown a offert un pont d'or aux investisseurs, près de 300 hectares de terrain, la nationalité et de multiples exonérations. Le projet PLH est porté par des milliardaires nord-américains, notamment John Paul de Joria, qui a fait fortune dans les produits capillaires et la tequila. Il y a aussi Michael Mellman, un magnat de l'immobilier de luxe déjà détenteur de plusieurs complexes résidentiels à travers le monde. La concession que nous avons donnée n'est pas plus attractive que celle d'autres pays. Si on n'est pas compétitif en termes de concessions, évidemment l'investissement va autre part. Mais ce n'est pas arrivé. Nous avons attiré l'un des plus gros investissements du moment dans la Caraïbe et c'est le projet PLH pour lequel on construit un certain nombre de luxueuses résidences. Et PLH, uniquement quand le projet deviendra pleinement opérationnel dans les prochains 18 à 24 mois, va contribuer à au moins 25 millions de dollars par an au trésor d'Antigua et Barbuda. Barbuda est le grenier d'abondance d'Antigua. Si les choses ne vont pas bien à Antigua, ils peuvent venir ici, vendre ceci, prendre cela, lever de l'argent pour Antigua. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, Antigua connaît de sérieux problèmes financiers et cela affecte le pays, à tel point qu'ils ont dû contracter un nombre important d'emprunts, y compris un prêt auprès de PLH. Installée sur l'île depuis près de 40 ans, cette barboudienne d'adoption tient une table d'hôte. Elle propose petit déjeuner et souvenirs aux visiteurs. Originaire d'Angleterre, Claire a aussi lancé Barbuda Full, le seul site d'information de l'île. C'est une observatrice avertie. Elle considère ses promoteurs de PLH comme les nouveaux maîtres du pays. C'est une organisation qui a tellement d'argent qu'elle en a même plus que le gouvernement. Je peux le dire, je pense que le PLH est le gouvernement. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Pour le succès de leur entreprise, les investisseurs ont réclamé un aéroport VIP et une piste capable d'accueillir les jets privés. Le gouvernement s'y est plié. À la surprise générale, une vaste zone de l'île a été défrichée au lendemain de l'ouragan pour ce chantier. La nouvelle piste, presque opérationnelle, est 4 fois plus longue que celle de Codrington. Selon le représentant parlementaire de Barbuda, ces travaux réalisés presque en catimini sont financés à plus de 90% par des fonds privés. Des sociétés privées financent la globalité de l'aéroport. Ils ont obtenu les droits exclusifs d'opérations aéronautiques pour 10 ans. Ils financent la piste, le terminal, ils financent tout. Le Conseil n'a pas été consulté. La population de Barbuda non plus n'a pas été consultée sur ce projet. Et deuxièmement, ils l'ont fait à un moment où tous les Barbudiens étaient hors de l'île, puisqu'après l'ouragan Irma, toute la population avait été évacuée à Antigua. Nous étions vraiment choqués et indignés que tant d'efforts puissent être déployés pour construire un aéroport international alors que la population et les infrastructures n'avaient pas été prises en compte. Voici en image de synthèse le cœur du projet PLH. Créer un complexe résidentiel exclusif autour d'un parcours de golf. Sur ce site de 250 hectares dont les promoteurs ont obtenu la concession. Un golf 18 trous dessiné et aménagé par une grande signature. Et tout alentour, 400 luxueuses villas avec vue sur mer. Le hic, c'est que ce site est protégé par une convention internationale. Avant, on extrayait du sable ici, mais la zone a été sanctuarisée au nom de la sauvegarde de la biodiversité. Ces kilomètres de plage et de mangroves sont classés zones humides d'importance depuis 2015.
Cette zone est protégée par la convention Ramsar, dispositif qui veille à ce que les mangroves soient en bon état. Il pourrait donc y avoir un désastre écologique à Palmetto Point si on commence à faire ce qu'ils ont déjà entamé, à savoir arracher 80 hectares de mangroves très proches du bord de mer. Les autorités centrales ferment les yeux sur ce qui se passe sur ce site. Les promoteurs ont le champ libre. Toutes nos requêtes d'interview sont restées sans réponse. Seul moyen de se rendre compte de l'avancée des travaux, marcher sur la plage afin d'atteindre leur propriété. Et derrière les dunes, certaines portions du golfe sont déjà bien dessinées. Le gazon, comme les abords aux petits soins, bien entretenu et abondamment arrosé. Un parcours de golf n'est pas le projet le plus respectueux pour l'environnement, spécialement pour les petites îles où nos ressources en eau sont très limitées et l'écosystème très fragile. Donc toutes ces choses mettent en danger tout ce sur quoi nous nous appuyons parce qu'au point où ils en sont, ils doivent mettre des produits chimiques afin que le gazon reste bien vert. Et vous savez, sur cette île, l'eau, les pluies sont faibles et donc ça change tout pour nous. La question est de savoir si le changement est mieux pour nous ou mieux pour eux. À Codrington, cette question divise. Nous avons pris la température dans l'une des épiceries appelées pompeusement supermarché. Bien debout derrière sa caisse, la patronne l'est aussi dans ses propos quand on la questionne sur ses investisseurs étrangers. Oui, c'est bon pour les affaires, mais le business, ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent quand tout sera parti? Le gouvernement antillais loue des terres et les investisseurs étrangers qui ont le plus d'argent en obtiennent. C'est à ça que nous sommes confrontés en ce moment. Nous vivons une période difficile en ce moment sur l'île. Nous obtenons des emplois. Ça aide les jeunes. S'ils veulent un emploi, ils peuvent aller les voir et en trouver. On peut en avoir si on veut travailler. Le conseil de Barbuda, principal employeur de l'île, est étouffé financièrement. Les autorités antillaises ont réduit drastiquement les subventions. L'institution, aux mains des opposants, n'arrive plus à honorer ses charges salariales. Le conseil est en retard de 48 ou 52 semaines de travail. 6 mois de salaire. Tu ne peux pas tourner le dos à PLH. PLH est le sauveur. PLH, c'est comme le Jésus du moment. Si vous rejetez PLH, les gens ne pourront pas être payés. Ils n'auront rien comme argent. C'est très triste. Et c'est mauvais pour l'île. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que nous obtenons en retour? Couper l'herbe, nettoyer la maison, surveiller la porte, s'assurer que personne n'entre à l'intérieur. Nous n'avons pas à cuisiner parce que les riches voyagent en jet privé. Ils ramènent le chef, leur chef. Tout le monde vient en jet. Et qu'est-ce qu'on a en dehors de cela? C'est ça que veut dire développement pour notre population? Les Barboudiens prônent les valeurs de la nature comme alternative au développement. À l'extrême nord de l'île, sur la plage de sable rose, ils tolèrent un tourisme à petite échelle respectueux de l'environnement. Cet hôtel, accessible que par la mer, n'accueille qu'une poignée de clients venus jouer les Robinson dans des bungalows ultra confort. Ce concept d'hébergement très intimiste est réservé à une clientèle aisée, venue voir la vie en rose. Ils choisissent de venir pour la paix, pour la tranquillité. Et le plus souvent, ils sont juste attirés par la plage de sable rose qui nous entoure. Je pense que Barbuda restera un paradis intact et préservé. C'est ce que nous espérons tous.
C'est un écosystème très fragile ici et c'est juste une petite niche sur le marché touristique qui pourrait être étendue juste à de petits hôtels pour embrasser la nature. Mais construire quelque chose pour que tous les nantis puissent venir ici, avec leur jet privé, qu'ils aillent jouer sur un parcours de golf 18 trous. Je ne pense pas que ce soit la vision de Barbuda. Barbuda, c'est la mer, c'est les gens. C'est l'une des îles les plus préservées et intactes de la Caraïbe. Nous devons protéger cette ressource naturelle. Je pense que si l'île reste verte, c'est très bien. Juste en face de Codrington, les vestiges de cet hôtel défigurent le littoral. L'établissement d'une centaine de chambres a sombré il y a 5 ans avec Irma. La structure en béton repose désormais en mer. Pour les Barboudiens, c'est le témoin emblématique des constructions contre nature et des agressions contre l'environnement. Une invitation à méditer sur les projets contestés. La terre reste ici sacrée et précieuse. Ses gardiens nourrissent toujours l'espoir de la sauvegarder.